Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour cette Malte Academy. Enchantée. Moi, je m'appelle Chloé. Du coup, je travaille avec l'équipe community chez Malte et j'aide la coordination des Malte Academy. Est-ce que vous, dans un premier temps, vous m'entendez tous bien et est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Ça a l'air C'est d'être bon. super. C'est super. Vous êtes tous réactifs. Parfait. Du coup, ce que je vais faire en attendant que les dernières personnes se connectent, je vais vous présenter un petit peu la session, comment ça va se passer. Du coup, on accueille aujourd'hui Guillaume et Julien. Bonjour Guillaume, Jérémy, bonjour Jérémy, Julien. Jérémy, c'est Jérémy, ton oh là nom. là, autant pour moi. Je suis désolée. Jérémy, j'ai vraiment un problème avec avec ton prénom, je m'excuse. Guillaume et Jérémy, donc qui nous font l'honneur d'animer ce Malta Academy pour nous en parler davantage de Docker et des bonnes pratiques. Du coup, pour vous expliquer un peu ce que c'est que les Malta Academy, ce sont des formations qui ont été proposées en commençant avec la situation Covid pendant le confinement. Donc des formations en fait qui sont faites par des freelances de la plateforme, des bénévolement pour d'autres freelances pour monter en compétence sur des sujets, tout simplement. Voilà. Pour rappel, pour ceux qui seraient là aujourd'hui et qui ne sont pas encore membres de la plateforme, Malte, c'est une plateforme de mise en relation freelance-client, en fait. Donc, on collabore avec une grosse communauté de freelance, la plus grosse de France, plus de 200 000 freelances, en France, en Allemagne et en Espagne, et avec plus de 150 000 clients. Donc, voilà. Pour la présentation, je vais bientôt, du coup, laisser la parole à Guillaume et à Jérémy. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions pour que ce soit plus pratique après pour les speakers, pour qu'ils puissent retrouver vos questions et y répondre. Et puis voilà, sans plus tarder. Et puis si vous voulez discuter aussi dans l'onglet chat, il n'y a pas de souci. Vous pouvez échanger sur le sujet. Sans plus tarder, je vous laisse la parole, Guillaume et Jérémy. Et bon Malte Académie à tout le monde. Ah, je laisse l'écran. Très bien, alors je le prends. Hop là. Voilà. Et voilà, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Merci Bonjour à tous. d'être présents aussi nombreux. Aujourd'hui, on va vous parler avec Jérémy des bonnes pratiques pour les Dockerfiles. Donc, alors si voilà, si ça veut bien fonctionner. Qui sommes-nous? Je vais commencer par moi-même. Voilà, comme ça sera fait. C'est super, super pas poli, mais ça sera. On avancera. Je m'appelle Guillaume. Je suis développeur chez Docker depuis un an et demi. Ouais, voilà. Et donc moi, donc Jérémy Drouet, je suis anciennement développeur chez Docker. Maintenant, je travaille chez Datadog. Et je suis toujours senior software engineer. Voilà. Donc, on va commencer. T'es Alors, prêt? Allez. ouais, c'est parti. Alors, déjà, on va commencer par vous expliquer les bases. Donc, qu'est-ce que c'est un Dockerfile? Alors, un Dockerfile, c'est un peu comme une recette de cuisine dans laquelle vous expliquez tout ce que vous allez faire pour préparer votre application, builder votre image pour, euh, pour pouvoir la voir après et la publier ou l'utiliser. Clic. Voilà, donc quand vous prenez votre Dockerfile, vous le passez à l'engine, il va le builder et vous allez obtenir une image. Alors, une image, c'est composé de quoi? C'est composé d'une image de base, donc à partir de quoi vous allez partir. Donc, si par exemple vous voulez partir d'une image Debian, dites que l'image de base c'est Debian. Et ensuite, à chaque fois que vous ajoutez une commande comme run, add ou copy, vous allez créer un nouveau layer. Alors, qu'est-ce que c'est un layer? Un layer, c'est un tar qui va être ensuite compressé au moment de l'exécution. Ils vont être tous concaténés les uns avec les autres et vous allez pouvoir avoir votre FS comme ça. Donc, les layers, généralement, ils sont organisés par ordre de changement, de fréquence de changement. Vous allez mettre ceux qui sont changés le moins souvent en haut et ceux qui sont changés le plus souvent en bas. Parce que dans les layers, vous avez un mécanisme de cache. Et ce cache, vous allez pouvoir vous en servir pour builder le moins de layers possible.
Donc, si par exemple vous avez un layer tout au début qui change pas souvent, vous allez souvent au moment du build, il va être skippé en utilisant le cache et vous allez gagner du temps sur votre build. Donc, une fois que votre image elle est buildée, pareil, vous pouvez l'exécuter et ça va vous créer un container. Donc, il faut bien dissocier le Dockerfile, l'image et le container qui sont 3 étapes différentes du cycle de vie de votre application. Voilà. Ok. On part avec Donc, quoi, Jérémy? On va partir sur un bon exemple des familles. On part sur un gros Dockerfile qui contient Nginx pour servir de reverse proxy, une application front en React, un back-end en Spring Boot et une base de données Mongo. Donc, tout ça, ça va être dans le même Dockerfile, donc dans la même image et dans le même container. Tout ça va fonctionner ensemble. Donc, l'image actuellement fait à peu près 1 giga 7 et elle fait presque 500 secondes pour la build au total. Donc, c'est énorme et c'est pas ce qu'on veut au final. C'est courant, par contre. C'est courant, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va commencer par regarder à quoi ça ressemble. Ouais. Ah, excusez-moi, je suis pas sur le bon. Là, je veux juste m'assurer que voilà, ça marche pas ici. Voilà. Donc, cette application, c'est une application qui recense l'ensemble des brasseries en Belgique. Voilà. Parce que ce talk, on l'avait présenté la première fois à Devoxx Belgium, et donc il fallait quelque chose pour la Belgique. Voilà. Et donc, si on regarde le code, on va pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors, on a en fait avant que tu commences avec le Dockerfile, un client qui est stocké ici, et donc, comme on le disait, qui est en React. Donc, on ne va pas rentrer dans le code à proprement parler du client ou du serveur, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, un client React, le proxy, donc la configuration de Nginx, et le serveur, donc un serveur en Spring Boot Kotlin. Voilà. Je te laisse la main, Jérémy. Voilà. Alors, je vais faire ça pour que tu restes focus sur mon curseur. Voilà. Donc, ce gros Dockerfile là, donc on part, ce que je disais au début, d'une image de base qui s'appelle Ubuntu Bionic. Donc, c'est la version Bionic d'Ubuntu. Et on commence par installer plein de choses. Donc, on va faire une synchro des repos apt-get, des repos apt avec ce qu'on a en local. On va ensuite installer l'OpenJDK pour pouvoir faire tourner des applications Java. On va installer wget et des outils pour faire de la signature GPG, pour pouvoir installer après Node et Mongo. Et enfin, on installe Nginx. Donc, à la suite de ça, on fait un gros copy de la config Nginx. On crée un répertoire dans lequel Mongo il va stocker toute sa data. Est-ce que ça scrolle tout seul? Oui, ça scrolle tout seul, c'est merveilleux. Ensuite, on va installer le serveur. Donc, le copier à l'intérieur de l'image, faire le builder. Pareil pour le client. Hop, on copie le client dans l'image, on la build, et on déplace enfin ça dans un répertoire que Nginx va servir. Et ensuite, on va copier un script qui va nous permettre de démarrer tout notre petit bordel là au démarrage de l'application via la commande cmd, démarrage de l'image, du container. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble ce entry point? Ouais, c'est merveilleux. J'ai pas la bonne version. Si. Non. Est-ce que tu peux sauvegarder? Mais c'est sauvegardé, tu as la bonne version. J'ai pas la bonne version. Qu'est-ce qui te manque? J'ai pas le start Mongo, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bon, j'ai tout. Donc, ça pareil, je l'ai pas. Hop. Donc, notre application, donc, il y a 3 fonctions bash. Mais si, il était en haut, le start Mongo. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Allez, continue. Voilà, qui sont ensuite appelés. Donc, on appelle MongoD, on le démarre en mode fork pour pas qu'il soit bloquant. Donc, on va le faire tourner dans le background dans notre image. Ensuite, on prend le serveur, pareil, même chose, on va le faire démarrer en mode
en mode non bloquant avec un esperluette à la fin. Et ensuite, à la fin, on va démarrer Nginx, lui qui sera en bloquant, parce que si jamais il n'y a rien qui est bloquant, notre container va démarrer et s'éteindre aussitôt. Donc, Nginx va être le point bloquant sur notre application. Voilà. Donc, c'est le moment de démarrer. Comment on peut attaquer le nettoyage de cette grosse image? Alors, première règle, et sûrement la principale au niveau des Dockerfiles, une très très bonne pratique, c'est de n'avoir qu'un seul service par conteneur. Donc ça veut dire un seul service par Dockerfile. On va donc créer un Dockerfile pour Mongo, un pour le serveur, un pour le front-end et également un autre pour le proxy Nginx. Donc je vais commencer par copier le Dockerfile, créer un répertoire pour Mongo. On va commencer par le plus simple. Coller ce Dockerfile ici. Donc je vais dans le Docker, ça c'est le Dockerfile d'origine. Je vais retirer tout ce qui fait référence à Mongo pour qu'on soit un peu plus clair et qu'on ait un petit peu moins, plus de visibilité tout à l'heure quand on va continuer à partir de ce Dockerfile. Donc voilà, là j'ai retiré l'installation, j'ai laissé wget parce qu'on en a besoin pour récupérer Node également. Et j'ai retiré la partie de configuration du storage pour Mongo. Donc là, on a le fichier tel qu'il était. Je vais donc là, par contre, faire l'inverse, c'est-à-dire retirer tout ce qui ne correspond pas à Mongo. Donc ça, j'en ai plus besoin, ça, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin du entry point, j'ai rien de spécial à exposer. Et il y a une chose que je vais changer, c'est ce que je vais démarrer. Là, je vais reprendre tout simplement ce que j'avais dans notre fichier d'init. Je vais rappeler exactement la même commande. Alors c'est un petit peu, vous voyez, ça n'a pas plus d'intérêt. Il faut passer chacun des paramètres de la commande dans une string. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une installation. Alors je vais faire le ménage aussi ici. Alors Jérémy, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mon ami, partout. Donc c'est VS Code qui fait de la merde. Donc je vais retirer ça, voilà. C'est bon. Et donc voilà. Donc pour en revenir à notre Dockerfile pour Mongo, on a quelque chose de simple, apt-get update, install de wget et tout ça. Bon. Le truc qui est, Jérémy vous a parlé des layers. Là, apt-get update, la commande, elle va jamais changer. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on risque d'utiliser, enfin, on va toujours utiliser le même layer une fois qu'il aura été buildé une fois pour cette image. Et si on venait, je ne sais pas, pour une raison X ou Y, à changer notre version ici de Mongo qu'on voulait installer, eh ben, on pourrait se retrouver en décalage entre les versions qu'on a récupérées avec l'update, la toute première fois on a créé l'image, et ce qu'on essaye d'installer, et on risque d'avoir des problèmes à la création au build de notre image dans le temps. Donc, on va en fait tout simplement faire un seul et même layer de tout ça. Je vois venir. J'y vais. Voilà. Et donc là, on fait un seul layer. Ça veut dire que l'installation, si jamais je change la version de Mongo et que je spécifie là, par exemple, une version particulière pour Mongo serveur, et ben, on va tout refaire. On va faire l'update des paquets apt, l'install, et on va tout rejouer. On est obligé de faire un deuxième update parce que vous avez vu qu'on passait par un repo spécifique. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Un petit truc qu'on peut faire, qu'on oublie la plupart du temps, c'est de faire ça à la fin. Merci Jérémy. C'est de supprimer
ce qu'on a récupéré. Hein. Il y en a la liste, les index APT, là, on récupère à peu près 20 mégas. C'est 20 mégas de plus dans votre image au final et dans votre conteneur. Donc, si vous tournez sur, je sais pas, votre cloud provider préféré et qui vous facture la bande passante comme ça arrive souvent, et ben, c'est 20 mégas à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à nettoyer un peu. Bon, c'est pas mal tout ça, on est un peu mieux. Mais en vrai, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus intelligent. C'est-à-dire que moi, c'est pas mon boulot d'installer, de maintenir Mongo et de savoir comment est-ce qu'il s'installe et tout. Donc, je pourrais simplifier mon install de Mongo. Voilà, c'est fini. C'est mon Dockerfile de Mongo. C'est-à-dire qu'il y a une image officielle qui est fournie par la communauté et des gens dont c'est le métier de savoir installer Mongo et de le faire proprement et de gérer toutes les failles de sécu et tout ça et tout ça. Et comme on n'a rien fait de spécifique dans notre config de Mongo, et ben, je peux l'utiliser tel quel. Donc, je vais utiliser l'image officielle Mongo en version 4.0 Xenial. Et bon, c'est pas la dernière. Hein. On pourrait prendre une 4.4, je crois. Les dernières, c'est des 4.4. Donc voilà. Donc c'est pas mal pour Mongo. On l'a extrait. On l'a extrait. Et on a, je pense, le Dockerfile le plus simple qui puisse exister, c'est-à-dire la récupération d'une image officielle et l'utilisation directe de cette image officielle. Maintenant, c'est le moment de passer au serveur. Au serveur, bon, on va faire la même chose. Je vais le copier. Je copie le Dockerfile dans le serveur. Je vais continuer à nettoyer celui-ci. Donc, je n'ai plus besoin d'installer Java. Pareil, j'ai pas besoin de faire le build. Et puis c'est pas mal. Donc, sur cette partie-là, j'ai plus. Donc, dans le Dockerfile du serveur. Oui, dans le Dockerfile du serveur, excusez-moi. Je vais garder que ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que tout ça, ça m'intéresse pas. Je vais exposer un port quand même. Mon serveur, il tourne sur le port 80-80. Donc, je vais. Voilà. Et. Il faut changer la commande de démarrage. Ouais, c'est un petit peu. J'ai oublié. C'est un petit peu plus fastidieux là. Mais. Hop, je vais fermer le Dockerfile de Mongo pour pas qu'il me gêne. OK. Donc, pareil que tout à l'heure, il faut repasser toutes les commandes. Voilà, merci Jérémy. À 2, ça va plus vite. Hein. Hop. Donc voilà, donc quelque chose de plus, de plus simple. apt-get update, install d'OpenJDK, copie du répertoire serveur. Alors ça, c'était valable quand notre Dockerfile se trouvait à la racine du projet. Maintenant qu'on a un Dockerfile spécifique pour le serveur, on va lui demander de copier le répertoire courant, hein, puisqu'il se trouve ici. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer les sources, le POM, tout ce qui se trouve dans le répertoire courant. Et puis après, on va tout simplement demander à Maven de packager l'application. Voilà. Donc c'est pas mal, mais on peut faire comme tout à l'heure, à savoir ne faire qu'un seul layer ici, faire un RM de tout ça, et on est déjà un peu plus propre. Bon, vous imaginez bien qu'en vrai, on a quelque chose qui existe déjà aussi. Et on peut tout simplement utiliser une image OpenJDK officielle qui va s'occuper d'installer proprement le JDK et tout ça. Donc là, on se retrouve avec uniquement copier notre code source et puis builder notre package et le runner. Voilà, runner notre jar à la fin. Ça donnerait quoi côté front, Jérémy?
Alors, côté front, on va faire pareil. On va copier le gros Dockerfile ici. Ouais, on va le mettre dans. Oui, il se réduit. On va le mettre dans le dossier client. Hop. Donc, je ne sais pas si ça se voit de ton côté. Je viens d'ouvrir un Dockerfile qui se trouve dans le dossier client. Donc, on va faire la même chose, sauf que pour le client, c'est un peu compliqué parce qu'on va avoir besoin de Node pour builder notre client. Puis après, on va avoir besoin d'Nginx pour le servir. Et donc, du coup, je sais pas trop, enfin, je sais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je prends l'image de Mongo, j'installe Nginx par-dessus, ou je prends l'image d'Nginx et j'installe Node par-dessus? C'est Node plus Nginx ou Nginx plus Node. En fait, il y a quelques années, Docker, l'engine, ils ont ajouté un truc qui permet d'avoir plusieurs étapes dans le Dockerfile, qui permet de dissocier, d'avoir par exemple 2 Dockerfiles dans un même Dockerfile. Ça s'appelle le multi-stage build. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire 2 stages différents. Un stage qui va permettre de builder notre application et on va prendre le résultat et le copier dans le stage d'après au moment du run. Et donc, ce que ça permet d'avoir dans le stage final seulement les copies, les runs et tout ça, les layers dont on a besoin. Donc, on va voir tout de suite comment ça se passe. Donc, au lieu de partir de Ubuntu et d'installer Node à la main, comme un cochon, on va partir de l'image officielle de Node, on va partir en LTS. On va plus avoir besoin de copier la conf Nginx parce que on n'a pas besoin. On va build notre client, donc on va redire client, on fait npm install, npm build, copier ça dans le répertoire var www html, on n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas Nginx ici. Et tout ça, on en a plus besoin. Intéressant, c'est de travailler à partir du répertoire courant, Jérémy. Voilà. Exactement. Donc, le client ici, c'est plus valide parce qu'on travaille dans le répertoire. On va faire notre commande docker build notre image directement depuis le répertoire client. Donc, on va faire copie le répertoire courant dans word-dir client. Donc, à partir de là, on a notre front qui est buildé. Donc, ici, il faut rajouter quelque chose pour définir le stage, c'est dire as builder. On va appeler ce stage-là builder et on va le réutiliser après. Donc, si on dit from, on va créer un nouveau stage, donc qui va être from Nginx, on va utiliser l'image Alpine, parce que pourquoi pas. Et dans l'image d'Nginx, par défaut, ça sert un répertoire précis. Donc, ce répertoire, il se trouve dans var www html. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, copie from. Donc là, on va définir quel stage, à partir de quel stage il va copier. Donc, c'était dans workdir, client. Hey, je vais même préparer un snippet. Et voilà, donc on fait copy from le builder. Donc, où est-ce que ça se trouve dans l'image builder, ce qu'on veut copier? Donc, par défaut, notre application va générer un dossier build. Et ça, on le met dans user share nginx html. Et automatiquement, Nginx, cette image-là, elle va démarrer Nginx et elle va servir ce dossier-là. Et donc, c'est tout. Donc ça, c'est bien, mais on peut encore faire mieux. Pas au niveau du build, parce que là, au final, quand vous allez démarrer votre image ou pouler votre image, vous allez pouler tous les layers de l'image Nginx et ensuite pouler un seul layer qui contient votre build. Donc, vous avez une réduction énorme de ce que vous aviez avant qui copiait tous les layers de Node, ensuite copier les sources et copier le résultat. Donc, comment on peut améliorer encore? Au moment du build, on va passer par tout ce process-là. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait un mécanisme de cache et le cache, il s'invalide si jamais il y a des modifications dans ce que vous avez copié ici. Dans un projet Node, en général, on change moins souvent les dépendances que le code source. Donc, si jamais un jour, vous modifiez votre code source sans ajouter de dépendance et que vous relancez le build, vous allez toujours repasser par le npm install, ce qui est gourmand en... Télécharger la planète, quoi. Voilà, télécharger tous les Node modules à chaque fois. Ce dont vous n'avez peut-être pas besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer dans une première étape à faire le npm install au début en copiant
notre package JSON et le package lock.json directement dans workdir client slash. Donc là, on va copier ces deux fichiers-là et les mettre dans le répertoire workdir client. On va faire notre npm install et ensuite, on va copier nos sources dans le projet et faire notre build. Donc, ce que ça te permet de faire, c'est si jamais un jour vous changez vos sources sans changer le package lock, vous allez passer jusque-là, ça va être tout va être en cache. Et à partir de ce moment-là, le cache va être invalidé et donc vous allez juste faire le npm run build. Donc ça va vous faire un gain en temps de build qui va être énorme. Donc ça, on peut peut-être déjà commencer par le builder. Donc comment on va faire ça? Quel répertoire on est? Oui. On va se mettre dans le répertoire client. Voilà, et on va faire un docker build -tag docker best practice dbp client. Je sais plus si on avait. C'est latest ou 1.0.0. Non, elle existe déjà là, 0.0. Ok, on va l'appeler latest. Hop, on va build ça. Ah oui, j'ai oublié le point parce on dit. J'ai perdu le focus. Il faut lui donner le contexte. Qui est voilà. Dans le répertoire courant. On dit qu'on est dans le répertoire courant. Donc là, ça, on va commencer à builder tout ça. Ça va aller super vite. Hop, donc là, on va télécharger l'image de Node. Et donc, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, pendant ce temps-là, je pense que Guillaume, tu peux t'attaquer à la même chose pour le serveur. Ouais, parce que mine de rien, comment dire, c'est faisable aussi sur le serveur. Ouais, Maven va fonctionner un peu de la même manière. Et puis, ce que tu as fait là en ayant une image qui contient seulement Nginx avec le code buildé, plutôt que d'avoir tout le code source et tout ça dans ton image finale, on peut commencer par faire ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tourner notre conteneur sur une image OpenJDK avec tout le JDK et tout, on pourrait très bien tourner uniquement avec un JRE. Donc, faire ça comme ceci, et puis voilà, se retrouver avec quelque chose qui est à peu près du même genre. C'est-à-dire que là, je vais me retrouver avec non, je me suis trompé. Voilà, je vais me retrouver avec une JRE uniquement, donc une image beaucoup plus petite qui va exposer le port 8080. Je vais copier le résultat de mon build Maven, à savoir donc aller chercher le jar qui a été généré dans la partie target de mon serveur là, workdir. Ah mince, excusez-moi, d'habitude j'utilise DJ et du coup mes raccourcis font pas la même chose sous cette idée-là. Voilà, donc je copie ce jar, je l'appelle best practice et puis du coup je lance le jar directement. Donc là, on va se retrouver avec une image qui, je pense avec le JDK et tout, fait à peu près 500 MB à une image runtime avec la JRE qui va plus en faire que 200 et quelques. Donc ouais, on va diviser facilement par 2 la taille du conteneur qui va tourner sur vos serveurs derrière. Donc c'est pas et au-delà de ça, quand vous allez démarrer ça sur votre serveur, si jamais dans votre cache de votre serveur, vous disposez déjà de l'image OpenJDK 11 JRE Slim, vous n'allez pas retélécharger l'image, vous allez seulement télécharger la différence. Ouais. Et donc, vous allez juste télécharger 1 ou 2 MB liés à votre application. Alors après, ça dépend de la taille de votre jar, hein, évidemment, mais voilà. Donc voilà, mais on peut appliquer ce même principe sur le build, comme toi. Maven a un peu le même mécanisme de fonctionnement, c'est-à-dire que si je lui dis pas, enfin là on est dans une image, si je copie comme toi tout, dès le moindre changement, je vais invalider le cache ici, et du coup je vais retélécharger la planète aussi à chaque fois. Donc on peut faire la même, à savoir qu'on va voilà. On va
on va faire des choses un petit peu plus intelligentes. Donc, définir notre workdir, ça change pas. On va copier ce qui bouge le moins en premier. Donc là, on pourrait même faire un seul et même. Ah non, c'est un répertoire, ça va être un peu plus le bazar. Donc on va faire deux layers, un pour copier tout ce qui se trouve dans le répertoire MVN, plus la copie du binaire qu'on va utiliser pour être en standalone pour pouvoir appeler Maven. On va copier le POM, donc qui bouge beaucoup moins que le source. Et on va appeler en fait la récupération des dépendances en faisant un MVN W dependency go offline. Et donc là, on va arriver à ce niveau-là tout un cache de layer avec les dépendances. Donc si vous modifiez le POM, forcément, on va aller rappeler le téléchargement des dépendances, quoi. Mais si par contre on modifie que le source, parce que là on peut copier copier directement le source, tout ce qui se trouve dans les SRC, et on va uniquement arriver ici, copier, faire l'install forcément, puisque il faut rebuilder les classes à partir des points Java, et voilà. On peut aller encore un petit peu plus loin, et c'est ce que vous allez voir avec ces choses-là, c'est-à-dire que à ce niveau-là, j'exécute le jar dans la partie dans la partie runtime. Mais un jar, c'est ni plus ni moins qu'une archive avec des choses qui bougent plus ou moins. Donc, dans la partie build, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est copier, créer un répertoire dependency dans Target, le définir comme étant notre répertoire de travail, et on va demander à dézipper le jar en fait dans ce répertoire dependency. Et qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Eh ben, on va en faire ah pardon, hop, j'ai pas pris assez de choses, excusez-moi. Voilà. Et donc, ce qu'on va en faire dans la partie JRE, là, c'est qu'on va aller rajouter une dépense. Ah oui, alors, j'avais oublié, il me fait ça. Il me fait des petites blagues. Hop. Système de snippet, ça fonctionne pas. Jérémy, ne touche pas, s'il te plaît, en même temps que moi. Donc, je vais créer un argument qui va m'éviter de retaper à chaque fois workdir server target dependency, d'accord? Et je vais faire des copies. Donc, je vais faire en fait un layer par type de choses que je vais copier. Donc, les choses qui bougent le moins, ça va être les libs que j'ai récupérés, donc les jars de mes dépendances. Donc, je vais commencer par copier les jars de mes dépendances dans applib. Je vais ensuite aller copier toutes mes ressources, fichiers de config et tout qui vont se trouver dans MetaInf. Et ensuite, je vais aller copier mon source, mes classes qui auront changé. Ce qui veut dire qu'en fait, si je change que du code source, que je fais juste évoluer mon application, eh bien, je vais passer tout ça. Donc forcément, ici, je vais quand même faire le install. Mais s'il voit qu'il n'y a pas de changement sur la partie lib et sur la partie meta-inf, je vais aller juste copier uniquement mes points classes. Et derrière, au lieu d'appeler le jar, je vais appeler classiquement juste le point d'entrée, la classe qui contient mon main pour démarrer mon serveur. Voilà. Donc si on build ça, hop. Donc forcément, la première fois, comme pour Jérémy, il va aller télécharger toutes les dépendances avec Maven. Donc là, il récupère les deux images. Il s'est aperçu qu'il y avait deux images, la JRE plus le JDK. Il va télécharger tout ça et puis on devrait pouvoir utiliser tout ça. Mais du coup, ça me fait me poser une question, Jérémy, c'est que c'est super. On a un Dockerfile pour la base de données, un Dockerfile pour le front, un Dockerfile pour le serveur.
Moi, avant, c'était tout dans le même truc, ça marchait, ça parlait tout seul. Là. Comment est-ce que ça va causer Oui, ensemble? donc avant, c'était simple, on démarrait juste une Ouais, image, on avait un conteneur, c'était bon. ouais. Maintenant, on va être obligé d'orchestrer tout ça. Donc, c'est là qu'on va ajouter une autre fonctionnalité, c'est Docker Compose. Donc, Docker Compose, on le définit en définissant un fichier qui s'appelle dockercompose.yaml, dans lequel vous définissez tous vos services. Donc là, on va définir un service pour le proxy, un service pour le client, un service pour... j'ai encore un problème de synchro entre ce que tu as et ce que j'ai. C'est pas grave. Ah, tout est bon là. Cacotte. T'es parti. C'est pas grave. T'es reparti sur le Dockerfile du. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Fais annule tout ce que t'as fait. Non, ouais, d'accord, ok. Bon, voilà. Bon, voilà ce que j'ai, moi. Bah, mais t'as tout mis là. C'est pas grave. C'est pas grave, on va virer tout ça. Donc, on va avoir... On va repartir de là où ça devait être. Hop, et hop. Donc, on part en définissant tous nos services. Donc, on a le client, serveur, Mongo. Et donc, pour pouvoir orchestrer tout ça et dire, OK, quand ma requête arrive, faut que, si c'est en slash API, ça aille sur le serveur, et si c'est en slash, faut que ça aille sur le client. On va rajouter un reverse proxy en frontal qui va nous faire toute cette redirection-là. Donc, ce reverse proxy, on va l'appeler le service proxy. On va dire que l'image, ça va être Docker best practice-proxy. Allez, 1.0.0. Non. Moi, j'aimerais bien que tu la build en fait. Ah, bah, ce qu'on peut faire aussi, c'est dire, OK, cette image-là, elle se trouve dans le répertoire proxy. Et quand vous allez faire Docker Compose Build, automatiquement, ça va vous builder cette image. Donc, cette image-là, on va la faire tout de suite. Donc, on va dans le répertoire proxy qui n'est pas ouvert chez toi, mais que moi, je vais ouvrir. Donc, on avait avant un reverse proxy qui existait déjà. Donc, on avait déjà un fichier nginx.conf, donc on va le garder pour plus tard. On va créer un nouveau Dockerfile. Dockerfile. On va partir d'une base qui s'appelle donc nginx Alpine. Et on va copier donc notre fichier de config. On va le copier dans le bon endroit, parce que sinon, ça va être chiant. Donc, nginx.conf. On va le copier dans etc nginx/conf.t, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça, cette configuration-là, cet endroit, vous le trouverez sur le Docker Hub, dans la configuration d'Nginx. Donc là, automatiquement, on va créer notre image en copiant le fichier de config. Donc ça, c'est cool. Maintenant, il faut qu'on explique à notre Nginx comment rediriger les choses. Donc, il y a un truc magique dans Docker Compose qui est que avec ces noms-là, les noms des services, automatiquement, ça intègre une résolution de DNS, ce qui fait que dans notre nginx.conf, si on veut que tout ce qui est en /API soit redirigé vers notre serveur, tu sais quoi, j'ai encore un problème de synchro. C'est pas grave. Hop, comme ça. Ok. Non? Ça n'a pas... Voilà. Donc, voilà ce qu'on va avoir à la fin. Donc, on a tout ce qui est en /API, ça va être redirigé vers http://server parce que on a une résolution de DNS en interne sur le port 8080 parce que le serveur il est exposé sur le port 8080. Et on va faire un autre redirection, un autre proxy pass pour notre client qui va rediriger vers client sur le port 80 parce que Nginx c'est port 80. Voilà, donc juste avec ça, on va avoir notre résolution de DNS. Mais ça, juste comme ça, de but en blanc, ça va pas marcher parce que nos services ne sont pas interconnectés. Pour qu'ils puissent communiquer entre eux, il faut qu'on les lie via un système de network. Donc, on va dire que tout ce qui est accessible depuis l'Internet ou accessible depuis notre reverse proxy, on va le lier à un network qui s'appelle front-end parce que c'est les frontaux de notre application. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire, on va définir les networks de notre proxy. On va dire qu'il fait partie au réseau front-end. Pareil pour le client, pareil pour le serveur.
Et ensuite, on va faire un nouveau network pour le back-end, pour que le back-end puisse communiquer avec que notre serveur puisse communiquer avec la base Mongo. On fait ça. Et donc là, on voit qu'on a deux networks bien dissociés. On a ces deux-là qui peuvent communiquer entre eux. Est-ce que tu peux scroller un peu à droite, s'il te plaît? Et ces trois-là qui peuvent communiquer entre eux. On pourrait encore découper et dire que le client il peut pas communiquer avec le serveur et mettre deux réseaux différents, mais c'est un peu overkill. Et ensuite, on a besoin de dire, OK, il faut monter le proxy, les ports du proxy sur le host. Donc pour ça, on a un mot-clé qui s'appelle port et qui va dire, OK, on va monter le port 8080 du host, donc de notre machine, sur le port 80 du container. Et voilà. Ça suffit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de builder notre proxy pour vérifier que ça marche. Donc on va faire docker compose build proxy. Hop. Et là, tout seul, ça va aller chercher le Dockerfile et le build. Donc ça, c'est bon, ça marche. Maintenant, on peut démarrer toute notre machine. Non, attends, là, il faut que le serveur, tu prennes le test. Par contre, c'est pas la bonne version. Là. Bouge pas. Vas-y, je te laisse faire. Sauvegarde, hop, c'est bon. Ouais. On est parti. Donc Docker Compose, hop, et allons-y. Donc ça va démarrer tous nos containers. Ça va être magique et on va voir toutes les erreurs. Est-ce que tu peux agrandir tout ça? Je peux le faire. Voilà. Donc on voit que tout démarre comme il faut. Spring. Ouais, nous en voulez pas si on n'utilise pas les dernières versions. Hein. On n'a pas tout refait, ça a un an. Ah, on n'a pas réussi à se connecter à la base de données. Alors, est-ce que tu sais pourquoi? Ouais. Ben ouais, parce que tu viens de l'expliquer. En fait, comme on a de la résolution DNS, avant, on avait tout dans un seul et même conteneur. Donc, pour se connecter à la base de données, on utilisait localhost. Mais maintenant, ils sont plus dans le même conteneur, donc je peux pas le faire. Donc, normalement, si j'ai bien suivi tout ce que tu m'as raconté, si j'appelle ça Mongo, et que là, j'arrête et que je redémarre, je devrais être capable de communiquer. Ah non, excusez-moi. Faut rebuild. Je vais un peu vite en besogne, voilà, exactement. Alors, ce qu'on pourrait faire, vous avez vu, c'est que j'ai modifié uniquement un fichier de config. J'ai pas, donc normalement, je devrais pas avoir à retélécharger la planète et tout quand je vais refaire mon image là. Ah, hop, et ben voilà. Ting, ça a été super vite. Il a vu que ma diff sur hop, que tout a été caché. Est-ce qu'il m'a bien sauvegardé mon... Oui, tu devais avoir des changements. Enfin, ton image a été en cache. Ah, ouais, peut-être. Donc en gros, il aurait dû faire quand même le install et nous recopier la partie meta-inf et les classes. Bon. Peu importe. Allez, relançons tout ça. Refaisons un compose up. Voilà, Mongo, le proxy qui a démarré, Mongo en train de démarrer. Spring tourne de son côté. Ouais, Mongo a détecté la connexion. Et voilà, donc là, si tu vas sur le port 80-80. Donc, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que pour pas que vous m'accusiez de tricher, je vais rouvrir un deuxième. Comment est-ce que je peux voir? Voilà. T'as le petit plus. Docker PS, vous allez voir que j'ai plusieurs conteneurs qui tournent et j'en ai un qui s'appelle Devox Full que je vais arrêter, qui est celui qui tourne sur le port 80-80. C'est l'ancienne version, le gros Globy Bull. Voilà, donc je vais l'arrêter. Je vais vous montrer qu'il ne tourne plus. Allez, oh bah dis donc. Ouais. Ouais, partage d'écran et tout. Voilà. Il ne tourne plus. Je me remets parce qu'on va peut-être avoir besoin de retourner sur celui-ci. Hop, et là, donc lui, il est plus présent. Lui qui n'était pas présent. Et quand on refresh. Hop là. On a bien tout qui apparaît. Donc là, on utilise bien notre application, notre nouvelle application avec nos 4 containers qui tournent. Super. Voilà. Donc. Voilà, on est passé d'une image qui faisait d'une seule image qui faisait 1 giga 7 et qui se buildait en 500 secondes à 4 petites images
qui sont essentiellement basées sur des images originelles, enfin de providers, Officiel, ouais. Ouais, officiels. La totalité des images fait 700 mégas au lieu de 1 giga 7. On va pouvoir Et regarder le détail après. Ouais. le build time en séquentiel donc, fait la moitié du temps qu'on avait avant. Et en plus de ça, on a rajouté un niveau de sécurité qui fait que avant, si jamais il y avait un attaquant qui voulait vous hacker, il rentrait dans votre container via le Nginx et c'était prêt, il avait déjà accès à votre base de données. Maintenant, si l'attaquant essaye de rentrer sur votre Nginx, il faut encore qu'il attaque votre Spring Boot et ensuite votre MongoDB pour pouvoir accéder à votre data. Donc, il y a beaucoup plus de niveau de sécurité quand vous faites un découpage comme ça. Voilà. Ok. Juste pour regarder un peu ce que ça donne en termes de taille. Voilà, on se retrouve avec un proxy qui fait 21 mégas. On a un serveur qui 230 pour la partie serveur. Le client fait 23 mégas et l'image officielle Mongo fait 425 MB. Donc en fait, quand on vous dit qu'on a 500 et quelques MB qui tournent, c'est parce qu'on a un Mongo, l'image officielle Mongo qui est extrêmement lourde parce qu'en fait, sinon, on a réduit de 1 giga 3 là, 1 giga 4 à quasi, enfin à 300, 400 MB hors Mongo, quoi. Donc voilà. On a fait à peu près le tour. Ah si, j'ai un petit truc que j'ai oublié parce que je sais de quoi je vais avoir à vous parler là. Je vais le faire au moment où je vous en parlerai. Donc, ce qu'il faut retenir, un seul process par conteneur. Ça a été imaginé pour fonctionner comme ça, même si ça vous permet de faire tourner une distro et que du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Essayez de garder bien ça en tête. Un conteneur, c'est fait pour faire tourner un service à la fois et pour éviter. Et il ne doit pas faire l'orchestration et contenir l'intégralité de votre application. Utilisez les images officielles. Elles sont à jour, elles sont maintenues. Dès qu'il y a des failles de sécurité, il y a des mises à jour qui sont fournies. Il y a tout un système de tags assez puissant et du coup, ça en vient au point suivant. Il ne faut pas utiliser le tag latest en production. Pensez à la santé mentale de vos ops. Utilisez des tags bien nommés, notamment sur les images officielles quand vous les poolez. N'hésitez pas à prendre le tag le plus précis possible parce que ces tags, ils sont accessibles et vos ops ont généralement les outils qui vont bien pour faire des recherches. Imaginez, vous avez un cluster cube qui fait tourner je ne sais pas combien de conteneurs. Ils ont besoin de retrouver ceux qui tournent avec une Alpine, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a une faille de sécu, et ben ils vont pouvoir faire des recherches par tag plus facilement que si vous laissez tout tourner avec Latest. Ils vont pas savoir, ils vont être obligés d'aller creuser, de peut-être même se connecter au conteneur pour vérifier ce qui tourne réellement, quoi. Donc user, abuser des tags et des labels, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a aussi possibilité de rajouter des labels dans les Dockerfiles pour enrichir et donner de l'information en termes de documentation. Donc n'hésitez pas à jouer avec tout ça pour faciliter l'exploitation derrière. Bien sûr, le multi-stage build, la bonne pratique, c'est vraiment un stage pour builder, construire votre application, et un stage qui va s'occuper uniquement du runtime. Voilà, à minima. Évidemment, vous pouvez en avoir plein. Vous pouvez aller regarder dans les repos Docker sur les derniers projets, les dernières CLI et sur lesquels on a bossé tout. On a beaucoup de multi-stage build où on crée des stages pour faire du build multi-arch ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir, on peut faire pas mal de choses intéressantes. Pensez à nettoyer vos layers parce que si vous ne les nettoyez pas, c'est de la taille d'image et de conteneurs qui augmente. Ça veut donc dire que vous allez vous retrouver avec de la facturation de bande passante si vous faites tourner vos applis sur le cloud inutile. Donc
pensez à travailler la taille de vos images, notamment en nettoyant ce qu'il y a à nettoyer. Donc, multi-stage build pour avoir un runtime le plus fin possible et clean-up de ce qu'il peut y avoir besoin. Et le dernier point dont on a oublié de parler, ne pas tourner vos conteneurs en route. Donc, je vais y revenir vite fait. C'est en fait pas si compliqué que ça, c'est même plutôt très simple. Deux layers de plus, enfin des layers ridicules, hein, c'est pas ça qui va faire augmenter la taille de votre image. Ajouter des groupes, définir le nom de votre groupe, ajouter un user, le rajouter au groupe, dire que ce que vous allez faire après se fait avec cet utilisateur-là, et notamment l'exécution de l'entry point. Et votre conteneur tournera avec l'utilisateur que vous avez défini, quoi. Voilà. Ok. Si on veut aller un peu plus loin, il y a une intro sur le blog de Docker sur les best practices. On a dans la doc un truc vraiment très bien poussé. Vous allez retrouver la plupart de ces choses-là. Ça, c'est un blog post assez récent qui est tiré de cette présentation. Donc, vous allez retrouver la même chose. Peut-être si vous avez besoin d'explications, vous vous rappelez plus des trucs, vous allez retrouver les infos dans ce blog post. Et sinon, on a une vidéo de nos collègues américains et hollandais qui ont été faits lors de la DockerCon 2019, qui est une approche un peu différente des mêmes pratiques, avec peut-être une ou deux en plus, enfin, ou différentes, du moins. Voilà. Alors, on a quelques petites questions. Alors, si vous avez des questions, mettez-les dans l'onglet questions et on va essayer d'y répondre. Donc, j'ai répondu déjà à certaines. Peut-être tu peux les relire et puis les. Alors, est-ce qu'on peut, on vous a mis le lien vers le repo GitHub où il y a toutes ces données dans les réponses aux questions. Alors, il y a une question, c'est, mais du coup, le Dockerfile pour Mongo est-il vraiment utile? Car on rebuild une image existante à l'identique. Donc, on rebuild pas, on va juste faire une référence parce qu'il n'y a pas de nouveau layer, il n'y a rien d'autre. Mais c'est vrai qu'on pourrait juste utiliser dans notre ici dans notre compose file directement la référence à Mongo Xenial et voilà. Exactement. Ouais. Ou 4.0-Xenial parce qu'il faut spécifier la version. Alors, autre question, c'est si l'on précise la version exacte d'une image de base, on risque de ne plus bénéficier des images à jour de sécurité. Alors, le truc, c'est que pour bénéficier des mises à jour, de toute façon, il va falloir que vous rebuildiez. Vous n'allez pas pouvoir swapper l'image au-dessus, l'image de base comme ça. Vous allez devoir rebuilder votre application. Alors, votre Dockerfile, il est écrit à un instant T. Si vous voulez le rebuilder à l'instant T plus 2 mois, si jamais vous utilisez le tag latest, il se peut que dans le latest à T plus 2 mois, ce soit pas la même version de Note, par exemple. Vous passiez de l'image 8 à l'image 16. Et donc, du coup, vous avez plein de choses qui vont péter. Donc, pour ça, si jamais vous voulez rebuilder à l'image T plus 2 mois, il faut que vous spécifiez vos versions, sinon ça risque de péter. Ensuite, il y a certaines boîtes qui, entre le dev et le prod, la prod ou l'environnement de staging et l'environnement de prod, ils préfèrent rebuilder l'image. Pour ce qui est des mises à jour de sécurité, c'est mieux de spécifier à la main quelle version vous voulez. Vous faut keep track de quelle version vous voulez. Si par exemple vous avez Mongo 4.0. quelque chose, vous pouvez utiliser la version 4.0, comme ça les mises à jour de sécurité, vous allez toujours les avoir quand vous allez rebuilder votre image, et ça va se faire tout ça. Voilà. Autre question. Quelle est la différence entre les commandes add et copy? Alors, je te la laisse celle-là. Oui. Alors add, c'est une commande un peu magique qui est un peu qu'il faut éviter d'utiliser dans l'univers Docker. Ils disent d'éviter d'utiliser. Je sais pas trop plus pourquoi. Add, ça vous permet de dire, OK, add tel fichier qui se trouve à telle URL dans mon image. Ça peut être un problème parce que le curl, je pense qu'il est fait pas dans le contexte de build, mais à l'extérieur. Je suis pas certain de ça, mais la chose est dite que il faut éviter d'utiliser add, autant faire un multi-stage build, de faire un run avec un curl dedans, et c'est bien plus propre. Y a-t-il une limite au niveau de nombre de couches layer à ajouter?
Je pense pas qu'il y ait de limite. Alors, Il y a des images qui sont énormes. Je crois qu'il y en a une, mais je ne saurais plus dire de combien. Faut regarder dans la doc, mais enfin, avant que vous l'atteigniez, Bon courage. voilà, c'est ça. C'est pas dur, allez regarder. On utilisait l'image Mongo, allez voir combien il y a de layers sur l'image Mongo. Enfin voilà quoi. Si vous commencez à être obligé d'avoir autant de layers que sur l'image Mongo, ça veut dire que vous faites sûrement des choses qui ne sont pas liées directement à votre application. Et que vous allez avoir plus qu'un service dans votre conteneur la plupart du temps. On a une question ensuite qui est quid des modes dev prod dans le multistage? Alors, tu veux que je réponde à ça? Ouais, vas-y. Alors, là, par exemple, on est sur le Dockerfile du serveur. Disons que je peux rajouter un fichier, un CMD ici qui s'appelle vas-y Java, non c'est jar, enfin exécute mon jar. Je sais plus comment on fait, je fais pas de Java moi. Et donc au moment du build, vous allez pouvoir faire Docker build. Ah, tu es pas dessus. Je suis pas dedans. C'est pas dans le terminal. C'est pas grave. Écris-le en dessous. Voilà, vous allez pouvoir faire Docker build et dire moins target. Et là, vous allez dire builder. Et ça va vous builder votre image jusqu'ici. Et donc, quand vous allez faire un Docker run, vous allez exécuter cette commande-là en mode dev. Enfin, vous allez exécuter cette commande-là. Ça va vous permettre de ne pas avoir toute la phase d'optimisation avec le JRE. Et si jamais vous voulez faire un Docker run -it avec un bash derrière pour pouvoir monter dans le conteneur, bah, vous allez être dans le conteneur de build. Voilà. Et du coup, j'espère que ça répond. Vraiment Michelet, j'espère que ça répond à ta question. Vous pouvez rajouter vos volumes, enfin voilà, comme d'habitude quoi. Et pareil, vous pouvez utiliser un système d'arguments, dire arg target ici et dire dev, et ensuite dire from, je sais pas, mon image. Et ici, vous utilisez la variable que vous venez de définir. Et donc, vous pouvez injecter au moment du build quelle est l'image dans laquelle vous voulez aller au final. Enfin, il y a tout un système comme ça d'orientation de build de votre image qui vous permet d'avoir des mécanismes bien propres. Alors, pouvez-vous nous... Attends, oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Pouvez-vous montrer encore une fois l'astuce du non-route? Donc, elle est surlignée là. Donc, l'idée, c'est de faire un run qui, donc, ni plus ni moins qu'une commande shell, où on va ajouter le groupe Java et on va faire un add user derrière d'un user qui s'appelle Java user et qu'on va associer au groupe Java qu'on aura défini juste avant. Et en commande explicite Dockerfile, on va faire user et on va appeler ce Java user qu'on a créé. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Hein, c'est créer la bonne pratique. Vous n'êtes pas obligé de créer le groupe. Hein, vous pouvez créer juste un user, il va avoir un groupe par défaut et tout. Les bonnes pratiques veulent qu'il est mieux de créer le groupe et de rajouter votre user à un groupe. Et ensuite, vous le définissez en faisant user, Java user, et les commandes qui vont s'exécuter derrière seront faites dans le contexte de cet utilisateur. Voilà. Alors, il y a Gaël qui demande, je remarque que vous utilisez Docker Compose 3. Avez-vous des solutions conseils best practice pour remplacer la fonction extends de Docker Compose 2? Alors, non, pas là directement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça, maintenant, ça fonctionne. Vous n'êtes plus obligé de spécifier la version. Alors, il faut savoir que Docker Compose, il y a deux choses. Il y a la command line faite par Docker en Python. Et de l'autre côté, il y a le format de fichier, le Docker Compose File. Et toute la partie fichier, format et spécification est sorti dans une, c'est pas une fondation, a été complètement sorti du projet et est accessible depuis GitHub et est en train d'évoluer énormément avec d'autres
d'autres sociétés que Docker, Amazon, Microsoft, qui sont pas mal avancées. Il y a le mainteneur de Compose avec un K qui travaille aussi sur le sujet. Et donc, la spécification est en train d'évoluer énormément. Et donc, si c'est des choses dont vous avez besoin, il ne faut pas hésiter à aller ouvrir des issues directement là-dessus pour pouvoir rajouter ces demandes. Je sais pas, là, je ne vais pas vous dire c'est pris en compte, c'est pas pris en compte. J'irai à pile ou face, quoi. Donc, je préfère vous dire, allez regarder donc ça s'appelle CompoSpec. Dans les repos de CompoSpec, il y a toute la spec et vous allez voir. Et donc, évidemment, Docker Compose évolue. Donc, la partie Python évolue en même temps que la spec évolue. On est généralement l'implémentation de référence du truc. Donc, on essaye d'être le plus à jour possible vis-à-vis de la spec. Et un petit peu au plus au niveau du extend, pour en avoir discuté avec des ops, c'est un peu une mauvaise pratique parce que ça va essayer de démarrer tous les trucs dans le bon ordre, sauf que en production, vous n'allez jamais avoir tous vos services qui vont, tout va jamais bien se passer. Donc, il faut toujours partir du cas où peut-être vous n'allez pas avoir accès à votre DB, donc il faut que votre application réagisse comme il faut. Donc, le mieux, c'est de ne pas l'utiliser. Tout va être démarré en vrac en même temps. Votre application va doit potentiellement attendre un timeout jusqu'à ce qu'il ait la connexion, s'éteindre s'il n'a pas la connexion, redémarrer s'il y a besoin. Donc ça, c'est un peu au niveau de l'application de le prendre en compte et pas au niveau de ce mini orchestrateur qu'est Docker Compose. Donc de ça, il y a une autre question qui est quelle est la différence entre Docker Compose et les orchestrateurs? Docker Compose, à l'origine, c'est fait pour une machine, c'est votre poste. Enfin, votre poste ou voilà, une machine en prod, une seule machine. Un orchestrateur, c'est un N machine. Donc, c'est vous démarrez tout ça sur le cloud, sur le réseau, sur plusieurs machines. Mais il y a des choses alors il y a des choses qui évoluent. Et c'est entre autres pour ça que la spec est sortie on a bien séparé l'aspect de l'implémentation. C'est qu'on a maintenant alors c'est un petit peu perturbant, je voudrais pas vous perdre, mais Docker Compose, c'est avec un dash, comme vous avez peut-être pu le remarquer, quand on appelle Docker Compose, le binaire Python, c'est avec un dash. Et maintenant, on a Docker Compose qui est amené à remplacer à terme le Compose, qui lui va permettre de faire la même chose, mais en utilisant ce qu'on appelle les contextes Docker, et on peut commencer à définir des contextes SCI, donc Azure Container Instance, et ICS, c'est pareil, les instances de conteneurs de chez Amazon. Et donc, vous êtes maintenant capable de faire tourner ça, donc votre compose file sur le cloud, et les conteneurs sont répartis sur différentes instances. Évidemment, la cible, c'est d'utiliser les compose files pour déployer sur du cube, hein, pour éviter, en fait, pour que vous puissiez utiliser votre version compose file locale jusqu'en production. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, work in progress, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, par exemple. On est dispo. Et à ouvrir des issues sur les repos en fonction des problèmes et tout, vous pouvez rencontrer tout ça. Voilà. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Jérémy. C'était très intéressant. Est-ce que de ceux qui sont là, vous avez encore d'autres questions ou d'autres points éventuellement? Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Je vais partager mon écran. Voilà, eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce Malte Academy. Merci surtout à Jérémy et Guillaume d'avoir donné de leur temps pour cette Malte Academy. C'était super intéressant et très complet. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de questions et beaucoup de personnes qui avaient réagi, donc c'est vraiment top. Si vous voulez voir d'autres Malte Academy sur des sujets, sur d'autres sujets, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre site maltacademy.com, comme est affiché à l'écran. Puis si vous souhaitez faire comme Jérémy et comme Guillaume,
et animer une Math Academy, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le bouton devenir speaker pour nous envoyer vos idées de sujets et vos idées de Math Academy. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu le début de cette Math Academy, vous pourrez tout à fait la revoir en replay. Elle sera disponible sur le site Math Academy. Voilà. Mais écoutez, merci encore à Jérémy et à Guillaume. Et merci à tout le monde. À bientôt pour une prochaine Math Academy. Et merci à tout le monde. Au revoir.